Bonjour, pour ce nouvel épisode, je vous propose un article publié dans le British Journal of Sports Medicine très récemment, en octobre 2019, par Mary O'Keefe et d'autres chercheurs de l'équipe PainHead comme Peter O'Sullivan et Kieran O'Sullivan. Dans l'introduction, Mary O'Keefe et ses co-auteurs nous rappellent la prévalence si importante de la lombalgie, son impact physique, fonctionnel, social et économique. Mais tout ça, vous le savez déjà. Elle rappelle également que la lombalgie est une pathologie multifactorielle qui doit être prise en charge en adoptant une approche biopsychosociale. Mary évoque ensuite une revue systématique avec méta-analyse qu'elle a elle-même publiée en 2017 et qui a comparé les programmes de prise en charge des patients musculo-squelettiques en séance de groupe et en séance individuelle. Les résultats de cette recherche n'ont pas montré de différence entre les deux modalités de traitement pour la douleur et pour l'incapacité, si ce n'est des résultats légèrement meilleurs pour les séances en groupe sur certains critères de mesure à long terme. Mais ces différences n'étaient pas cliniquement significatives. La conclusion de son article était que puisque les séances de groupe offrent les mêmes résultats pour un coût moindre, elles devaient être utilisées plus souvent. Dans tous les cas, sur la base des études incluses, on pourrait même conclure que les prises en charge individuelles ne sont pas justifiées. Ça vous choque ? En tout cas, moi ça me choque. Ça bouscule énormément mes convictions, ou on pourrait même dire mes croyances. En même temps, si nous lisons la littérature pour ne retenir que ce qui nous arrange, est-ce vraiment utile ? Dans la suite de l'introduction, de l'article auquel nous nous intéressons dans cette vidéo, Marie présente brièvement le concept de thérapie fonctionnelle cognitive et rappelle qu'un essai contrôlé randomisé a montré un effet supérieur à 1 an de cette approche sur la douleur et l'incapacité en comparaison d'un traitement qui comprenait de la thérapie manuelle et des exercices. Elle cite même une étude qui a confirmé le maintien d'une supériorité à 3 ans. Par contre, elle déclare bien qu'aucune étude n'a comparé la thérapie fonctionnelle cognitive à une prise en charge de groupe. Ce sera donc le sujet de cet essai clinique. Comparer l'efficacité de la thérapie fonctionnelle cognitive pour le patient lombalgique à une intervention de groupe qui contient de l'éducation et des exercices. Les patients inclus dans l'étude étaient adressés dans des services de rééducation en Irlande par des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, ce qui correspond aux patients que nous recevons en pratique libérale. Le protocole détaillé de l'étude avait été publié au préalable en 2015. Cette démarche, de plus en plus fréquente, a pour but de garantir plus de transparence et d'empêcher un détournement des données par les chercheurs une fois l'étude réalisée. Les patients inclus dans l'étude avaient entre 18 et 75 ans, un diagnostic de lombalgie non spécifique depuis 6 mois minimum, avec une douleur principale dans la région située entre T12 et les fessiers, et un score d'incapacité mesuré par l'échelle d'Oswestry de 14% ou plus. La liste des critères de non-inclusion de l'étude comprenait les cas de lombalgie spécifique et les patients pour qui la douleur dans le membre inférieur était supérieure à la douleur lombaire, pour résumer. Dans le but de diminuer les risques de biaiser les résultats en influençant les attentes des patients, il était expliqué aux patients qu'aucune des deux approches n'était supérieure à l'autre en l'état des connaissances actuelles. Les patients étaient répartis aléatoirement en 2 groupes. Un groupe était pris en charge avec l'approche de thérapie fonctionnelle cognitive. Cette approche était pratiquée en séance individuelle et elle suit 3 étapes. Une étape cognitive pour aider le patient à comprendre sa douleur, une deuxième étape qui consiste à exposer le patient aux activités qui l'empêchent de vivre normalement et en lui laissant le contrôle, puis la dernière étape qui est de discuter de l'importance d'ajuster son hygiène de vie. Les patients du groupe exercice et éducation ne recevaient pas d'entretien ni d'examen physique individuel, mais jusqu'à 6 séances de groupe réparties sur 6 à 8 semaines qui comprenaient de l'éducation à la douleur, des exercices et de la relaxation. Les résultats étaient analysés à la fin de l'intervention, à 6 mois et à 12 mois, par un investigateur qui ne savait pas à quel groupe d'intervention
chaque patient avait été attribué. Les deux mesures d'évaluation de résultats principaux étaient le questionnaire d'incapacité d'Oswestry et la mesure de l'intensité de la douleur à l'EVA. De nombreux questionnaires ont été utilisés comme critères d'évaluation de résultats secondaires. Ils concernaient le phénomène de peur-évitement, les stratégies d'adaptation, d'auto-efficacité en présence de douleur, le nombre de zones corporelles douloureuses, le risque de passage à la chronicité, le sommeil, la dépression, l'anxiété, le stress et la satisfaction des patients. Après une description détaillée des modalités d'analyse statistique, un paragraphe est consacré aux différences entre le protocole initialement publié et l'étude réelle. Par exemple, les auteurs ont choisi de supprimer un des questionnaires après avoir testé le protocole sur quelques patients pilotes afin de réduire la charge représentée par l'étude pour les participants. Ils expliquent également qu'ils n'ont pas recruté 214 patients comme c'était prévu initialement pour couvrir un risque de perte de vue de patients de 40%, mais seulement 206, puisque vers la fin de l'étude, ce taux s'est avéré proche de 30% pour le suivi à 12 mois. Un autre exemple est l'absence d'informations sur les coûts associés aux prises en charge dans l'article, qui est dû à un manque trop important de saisie de ces données pendant l'étude. Toute cette démarche souligne à nouveau la volonté de transparence des auteurs. La comparaison des données avant intervention entre les participants des deux groupes ne montre pas de différence significative, hormis pour le statut socio-économique qui était plus élevé dans le groupe qui a reçu la thérapie fonctionnelle cognitive. Sur les 206 patients randomisés, les données ont été récupérées pour 63% d'entre eux à l'issue de la prise en charge, pour 72% au bout de 6 mois et pour 69% à 12 mois. Concernant l'incapacité fonctionnelle, l'amélioration a été statistiquement significativement plus importante pour le groupe thérapie fonctionnelle cognitive à 6 mois et à 12 mois. Aucune différence entre les deux groupes n'a été constatée concernant la douleur. À propos des critères d'évaluation de résultats secondaires, l'auto-efficacité en présence de douleur et le risque de chronicité étaient significativement meilleurs pour le groupe thérapie fonctionnelle cognitive à 6 et 12 mois, tout comme les stratégies d'adaptation, mais seulement à 12 mois. Aucune différence significative n'a été retrouvée pour les autres critères évalués. L'amélioration de l'incapacité fonctionnelle dans cette étude est comparable à celle retrouvée au cours d'un autre essai clinique qui avait également évalué l'effet de la thérapie fonctionnelle cognitive. Toutefois, cette autre étude avait démontré un effet sur la douleur qui n'a pas été reproduit ici. Les auteurs avancent une explication possible de cette différence en notant que les participants de l'autre étude avaient une détérioration fonctionnelle moindre au début de l'étude, moins de comorbidité et qu'ils avaient reçu une dose de traitement de thérapie fonctionnelle cognitive plus importante. En comparaison avec d'autres études conduites sur ce type de patients qui avaient utilisé des traitements par exercice en individuel ou en groupe, les résultats sur l'incapacité fonctionnelle de l'étude de Mary O'Keefe sont meilleurs. Ils sont également meilleurs que des études ayant utilisé des interventions pharmacologiques. Parmi les forces de l'étude, je vous propose de retenir le fait que la personne qui délivrait les deux interventions était la même, avec une personne par site, soit 3 intervenants en tout. C'est une force du fait que l'expérience et le style de communication ne variaient pas. Toutefois, en fonction des convictions des intervenants en faveur d'une des interventions, cela peut également constituer un facteur de confusion pour l'interprétation des résultats. Un point fort assez remarquable est la qualité de l'intervention de groupe proposée. En effet, les séances de groupe ont été conçues sur la base des meilleures recommandations actuelles. La thérapie fonctionnelle cognitive n'était donc pas comparée à une intervention placebo, mais à des séances de groupe dont la qualité a été optimisée. Enfin, le nombre de séances a été laissé libre au choix du thérapeute, pour que les résultats reflètent la réalité de la pratique courante, ce qui fait de cet essai un essai pragmatique. Côté limitation, 37% des participants
n'ont pas débuté ou terminé le traitement. Malgré une absence de différence entre les deux groupes pour la proportion de patients perdus de vue, il est possible que certains biais n'aient pas pu être identifiés lors de l'analyse des résultats en intention de traiter. Un autre biais classique pour ce genre d'étude est qu'il n'a pas été possible de mettre en aveugle ni les participants ni les intervenants par rapport au type de traitement délivré. Ces différentes limitations entraînent donc une perte des 3 points correspondants dans l'évaluation de la qualité de l'étude par le célèbre score de Peter. Les auteurs concluent en rappelant que les coûts et l'impact de la lombalgie sur les individus devraient augmenter dans les décennies à venir. Cet essai clinique a évalué 2 approches actives pertinentes susceptibles de limiter ces problématiques. Les raisons qui expliquent une meilleure amélioration avec la thérapie fonctionnelle cognitive doivent être étudiées. Il est également nécessaire de savoir si les améliorations observées valent le coup en fonction des différents systèmes de santé et du point de vue des patients. Le ratio coût-efficacité de ce type de prise en charge, qui nécessite des séances individuelles, doit tenir compte de son impact sur l'utilisation à la baisse d'autres stratégies de traitement ou d'investigation, comme les médicaments, les examens d'imagerie ou encore des infiltrations, mais aussi sur les nécessités d'arrêt de travail et leur durée. Il sera important de mettre dans la balance également l'investissement que représente la formation d'un thérapeute pour qu'il puisse pratiquer la thérapie cognitive fonctionnelle à un niveau suffisant pour obtenir ce genre de résultats. La thérapie fonctionnelle cognitive est une approche qui cherche à identifier les différents facteurs contributifs présents chez chaque patient et en particulier les facteurs modifiables afin d'offrir une prise en charge sur mesure. À propos de la lombalgie, la première étape sera d'éliminer toute cause de lombalgie spécifique qui par définition dispose d'un traitement spécifique adapté. Ensuite, lorsque la lombalgie sera considérée comme non spécifique, les facteurs modifiables qui auront une influence potentielle sur les symptômes des patients pourront être cognitifs, émotionnels, sociaux, physiques, liés au mode de vie ou aux comorbidités. Le traitement sera conduit en fonction des facteurs modifiables identifiés pour chaque patient. Retrouver des résultats supérieurs en utilisant cette approche n'est pas si surprenant. En effet, les facteurs de risque connus les plus influents pour les échecs de prise en charge et donc pour les risques de passage à la chronicité sont des facteurs psychosociaux. La thérapie fonctionnelle cognitive inclut ces facteurs dans l'évaluation et le traitement du patient. Elle nécessite donc de se former en conséquence, ce qui explique la dernière phrase de l'article de Mary O'Keefe lorsqu'elle mentionne cette nécessité comme un facteur à prendre en compte pour estimer si la thérapie fonctionnelle cognitive doit être mise en avant. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette approche, un article publié par Peter O'Sullivan la décrit en détail. Je vous mets la référence dans les commentaires de la vidéo. Si la lecture de cet article est un problème pour vous, ou si vous préférez le format audio, je vous propose d'écouter un épisode de podcast en français que j'ai enregistré avec Céline Laby, une praticienne de cette méthode qui s'est formée auprès de Peter O'Sullivan. Au cours de cet épisode, nous discutions de l'article dont je viens de vous parler et de la thérapie fonctionnelle cognitive en détail. Je vous mets également le lien vers ce podcast dans les commentaires de la vidéo. Pour finir, je vous avoue que je suis rassuré de savoir qu'une prise en charge individuelle peut apporter de meilleurs résultats que des séances de groupe. À la lecture des résultats de la revue systématique publiée par Mary O'Keefe, celle qui n'a pas montré de différence de résultats entre ces deux modalités de traitement, que sont le traitement individuel et le traitement de groupe, nous pouvons réagir de plusieurs manières. Soit nous nous disons qu'il ne sert à rien de nous casser la tête et de continuer à développer des prises en charge individuelles, soit nous cherchons au contraire à améliorer cette modalité pour voir si elle ne peut pas s'avérer supérieure. Cette étude confirme que d'améliorer le contenu de nos séances individuelles offre de meilleurs résultats pour la récupération fonctionnelle des patients. Mon interprétation de ces résultats
et qu'ils démontrent que pour offrir une prise en charge potentiellement efficace à nos patients, plus efficace que de ne rien faire, il est important d'utiliser une approche biopsychosociale, que ce soit à l'aide de la thérapie fonctionnelle cognitive ou de toute autre approche qui porte un nom ou qui n'en porte pas. Ce n'est pas parce qu'une approche a démontré un bénéfice que d'autres approches qui n'ont pas été étudiées n'offrent pas un bénéfice similaire. Simplement, pour la thérapie fonctionnelle cognitive, des données probantes existent. Si vous êtes intéressé pour vous y former, des cours délivrés par des intervenants à l'origine de la méthode et traduits en français sont proposés à l'agence BP. Nous nous croiserons peut-être dans le futur sur l'un d'entre eux. En attendant de lire vos retours, j'espère que ces vlogs vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je vous dis à une prochaine fois, prenez grand soin de vos patients et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.